Ingénieurs du son, actrices, cascadeurs, dresseurs animaliers, monteurs, scénaristes, producteurs, directrices de casting. Manessi, l'émission qui met en lumière les femmes et les hommes qui font vivre le cinéma. Salut à tous et bienvenue dans Manessi, le podcast qui braque les projecteurs sur les métiers du cinéma. Aujourd'hui, je reçois Gwendoline Gourvenec, elle est comédienne. C'est l'Italie qui lui offre son premier rôle principal dans Wax We Are the X de Lorenzo Corvino. Elle remporte pour ce rôle le prix d'interprétation au Festival Rosetto Opera Prima. En France, on la découvre dans Un village presque parfait réalisé par Stéphane Meunier, aux côtés de Laurent Deutsch et Didier Bourdon. En 2017, on la retrouve dans le personnage de Mademoiselle Chiffre du Petit Spirou de Nicolas Barry. Par la suite, elle tourne avec Lambert Wilson dans L'échange des princesses de Marc Duguin. Elle rejoint ensuite le casting 5 étoiles de Frères ennemis de David Lehoffen, avec le ténébreux Mathias Schoenaerts et l'immense Reda Kateb. En 2019, l'année est riche en projets. Elle est la femme de Omar Sy dans Yahoo réalisé par Philippe Godot. Elle retrouve ensuite de nouveau Didier Bourdon dans Beaux-parents réalisé par Hector Cabello-Reyes. En 2020, elle est dans le film Adoration du cinéaste belge Fabrice Duwels. Nous évoquerons avec elle ses premiers souvenirs de cinéma, son parcours, ainsi que sa passion pour son métier de comédienne. Vous écoutez Manessi, un podcast cinéphile présenté par Laurent Chic. Bonjour Gwendoline. Bonjour Laurent. Franz, je vais faire quelque chose qui va peut-être te surprendre et que le cérémonial de la cour n'a pas prévu. Mais c'est pour toi et pour ton pays. Je ne vois pas du tout ce que tu veux dire. Mesdames et messieurs, d'ordre de leur majesté, danse des dames. Comte, puis-je me permettre? C'est à ta demande. Oui, Qui a ordonné cette extravagance? c'est moi. Alors l'extrait qu'on vient d'écouter, c'est tiré du film Sissi l'impératrice, un film réalisé en 1956 par Ernst Marischka avec la merveilleuse Romy Schneider. Et je voulais savoir pourquoi ce film t'a marqué. Est-ce que c'est la comédienne qui t'a marqué ou Sissi l'impératrice ? Bonne question. En fait, moi, je me souviens surtout que ma mère me les montrait le mercredi après-midi, tous les Sissi d'ailleurs. Et je pense que, parce que ma mère, elle est d'origine alsacienne, elle a une culture un peu comme ça, germanophone, et elle parle allemand. Et donc, elle me montrait comme ça, parce qu'on a habité aussi un an en Alsace, donc il y avait ce rapport aussi à l'Allemagne. Et elle me montrait ces Sissi, enfin, en l'occurrence, c'est aussi l'Autriche, mais et je sais pas, ça me fascinait. C'est les premiers émois que j'ai eu au cinéma. Je pense que c'est par la suite que j'ai vraiment découvert le talent fou de Romy Schneider. Je me rendais pas compte petite. Mais par contre, ça me faisait rêver, cet univers comme ça de... Ces belles robes. Ces belles robes. Enfin, pour moi, c'était juste que c'était un univers totalement différent de là d'où je venais, en fait. Voilà. Et Romy Schneider, à une période de sa vie, elle a été vampirisée par ce rôle de Sissi l'impératrice. Elle a voulu s'en défaire, elle s'en est défait parfaitement plus tard. Est-ce que tu as suivi tout son parcours ? Est-ce que tu as vu d'autres films d'elle à ce moment-là ou... Pas quand j'étais petite, mais par la suite, ouais, bien sûr. Puis j'ai encore regardé Les choses de la vie avant-hier parce que je l'ai vu plein de fois, mais en fait, voilà, et j'ai vu qu'il était sur Netflix et je l'ai re-regardé. Parce que sa sensibilité extrême, son empathie qu'on sent dans tous ses personnages, en fait, me touche extrêmement, quoi. Et pour moi, c'est le paroxysme de la comédienne, c'est-à-dire que chaque plan sur elle est éblouissant, vraiment. Mais pour répondre à ta question précisément, oui, bien sûr, je me souviens que un peu par la suite, j'avais regardé La piscine beaucoup. Avec ce duo mythique avec Alain Delon, c'était extraordinaire. Extraordinaire, une espèce de chaleur comme ça qu'on sent dans le film. C'est un film sublime. Il y a eu le remake après par la suite avec Mathias notamment, Schoenaerts, ce qui est très différent. Bon, mais après, bien sûr, je me rappelle de l'importance et d'aimer de Zulawski, notamment de cette scène qu'on connaît tous où elle est comme ça assise sur cet homme et elle pleure et elle dit c'est pas mon métier, c'est pas ça mon métier, et c'est déchirant, mais enfin quand on arrive comme ça à faire des scènes aussi mythiques grâce à elle, à ce qu'elle était, à ce qu'on est, c'est moi je suis estomaquée. Il y a de quoi. Voilà. On va écouter un second extrait, on va passer à un univers tout à fait différent. On va découvrir ça tout de suite. Il m'a traité d'abruti. C'est une affaire entre lui et moi, je vous demande de ne pas intervenir.
Vous m'avez traité d'abruti? Oui. Je pratique les arts martiaux, judo, aïkido, karaté. La première chose qu'on nous apprend, c'est le contrôle. Un type me traite d'abruti, je ne conne pas, je le regarde et je m'en vais. Eh ben, tire-toi alors. L'extrait sonore qu'on vient d'écouter, c'est tiré de La Chèvre de Francis Weber, un film qui est sorti en 1980 avec Pierre Richard et Gérard Depardieu. Je crois que tu as une passion pour Pierre Richard, est-ce que tu peux nous en parler? Oui, alors au même moment que j'ai commencé à découvrir Romy Schneider dans les Sissi, parce que pour préciser, je viens d'une famille assez populaire et donc la culture aussi, était, on regardait les films qui passaient à la télévision le samedi soir, etc. Il y avait pas mal de films de Pierre qui passaient, donc ma mère m'a aussi fait découvrir ça. Et ah oui, Pierre, je l'aime foncièrement. Et comme je te disais avant en début d'émission. En off, j'ai pas du tout un côté groupie comme toi tu disais, mais par contre je m'étais toujours dit, comme quoi parfois ce qu'on envoie à l'univers marche. Je m'étais toujours dit j'aimerais beaucoup un jour jouer avec Pierre Richard, et donc ça s'est passé pour le film Le Petit Spirou, et j'ai pas non plus été face à lui en mode groupie, mais par contre je me suis juste dit tiens, quand même parfois la vie elle est surprenante, hein, on est amené à jouer avec des gens comme ça qu'on voyait petite à l'écran. Mais je l'adore parce qu'il est foncièrement touchant aussi. Il a une grande sincérité dans son jeu. C'est très dur ce qu'il fait en fait, hein. C'est extrêmement dur. Ouais, je crois que c'est un des artistes les plus complets qui existent, parce que quand il a ce côté Buster Keaton, il sait danser, il sait chanter, il sait bouger. Moi, il m'impressionnait quand j'étais jeune et je pouvais voir pareil ces films en boucle, Le Distrait, Les Malheurs d'Alfred, La course à l'échalote. La course à l'échalote, c'est un acteur qu'on aime et qui est moi qui m'a toujours bluffé, et c'est vrai que ces films on peut les voir mais en boucle. En boucle. C'est indémodable. Ouais. Bon, après c'était aussi une époque, je trouve, où on faisait des comédies absolument incroyables. Bon La Chèvre typiquement, enfin tu l'as sûrement vu comme moi des centaines de fois, et j'ai toujours un plaisir fou à le voir parce que tout était magique dans ce film, tout marche. Gérard aussi est une des personnes avec qui j'adorerais travailler. Je l'aime tellement, il est tellement aussi foncièrement pas bien pensant, justement, il est en dehors des cases et ça manque un peu aujourd'hui. Heureusement qu'il est là. Mais Pierre, sa voix, là, quand je l'écoute comme ça, son espèce de corps dégingandé, il est fascinant. Alors écoutez, si vous ne connaissez pas Romy Schneider et Pierre Richard, on vous invite à les découvrir. Alors avant de nous parler de ton métier de comédienne, peux-tu nous parler de ton parcours? Oui, alors... je crois que je n'aurais jamais pensé être dans un métier comme celui-ci. Encore une fois, parce que comme je l'ai dit auparavant, je viens d'un milieu tellement loin de ça que c'est même pas une option en fait. On ne pense même pas une seconde à c'est possible, parce que juste c'est trop lointain, on ne sait même pas comment faire, comment commencer, etc. Et donc du coup, je viens mon papa était militaire, ma mère était au foyer, et du coup on a pas mal déménagé de ville en ville. J'ai d'abord habité en Allemagne 4 ans, après à Strasbourg, après à Paris 13, après en banlieue parisienne durant toute mon adolescence, dans le 91. Et voilà, je me souviens que je suis allée vraiment 2-3 fois au cinéma dans mon enfance, voir Titanic, Jurassic Park, et voilà, en gros, et jamais au théâtre. Donc c'est vraiment, c'était loin pour moi. Sauf qu'à 18 ans, j'ai eu mon bac et j'ai écouté les conseils de ma tante qui, elle, a voyagé dans le monde entier et qui m'a aussi donné sa passion comme ça pour les voyages. Elle m'a dit, il faut que tu partes de là où t'es pour découvrir des choses et peut-être rencontrer des gens qui vont t'amener vers ailleurs. Parce que quand on vient d'une petite ville de là où j'étais, on n'a pas forcément accès à, même si en France on a beaucoup de chance parce que on peut faire plein de choses et on a accès à plein de choses gratuitement. Mais malgré tout, si on vous met pas dans la tête une petite graine d'ailleurs, on suit un peu un chemin. Est-ce que c'est le déterminisme ou pas? C'est une vaste question. Et donc, du coup, je suis partie à 18 ans faire fille au père à Londres, parce que c'était ce qu'avait fait ma tante à l'époque, et c'est une façon de partir à l'étranger, encore une fois, sans frais, quoi. Ça veut dire qu'on n'a pas beaucoup d'argent, c'est accessible. Et donc, je suis partie à Londres, j'ai pris des cours d'anglais là-bas, etc. Et un jour, dans la rue, il y a un garçon qui me drague. Et je me rappelle, je sortais d'un magasin d'appareils photo, parce que j'aime beaucoup la photo aussi. Et il était dedans, et puis je sors, il me rejoint, il me drague, machin. Bon, bref, je passe les détails, mais on sort ensemble. Et en fait, ce garçon s'appelle Obi Abili, pour ne pas le nommer.
comédien anglais, et à ce moment-là, lui, il postulait pour les grandes écoles à Londres, la RADA, la Guildhall, tout ça, et il m'a emmené au théâtre, il m'a emmené voir des workshops, des lectures, etc. Et j'ai découvert un petit peu, voilà, ce métier que je ne connaissais pas du tout, et j'ai eu des émotions, et j'ai vu ces gens, ces acteurs au workshop comme ça, essayer d'être libre, et pour moi la liberté c'est une des plus grandes choses au monde, la plus fondamentale. Et donc après 1 an, je suis rentrée à Paris et je lui ai dit, Obi, je vais rentrer à Paris et je vais essayer d'être comédienne. Il m'a dit, ah oui, vraiment, et tout, d'accord. Et donc j'ai dit, ouais. Et je sais pas pourquoi, en fait, c'était complètement fou de penser ça. Sauf que je l'ai fait, parce que je suis taureau, je suis têtue. Et quand je dis quelque chose, je le fais. Et donc je suis rentrée à Paris, j'ai fait... Ma tante, gentiment, m'a offert un stage d'1 semaine au cours Florent d'été. Donc voilà, j'ai juste découvert à ce moment-là aussi ce que c'était d'être dans une classe de théâtre. Et puis ensuite, j'ai fait 2 ans dans une école de cinéma qui s'appelle l'Écart, où là c'était plus basé sur la caméra, ce que j'aime foncièrement. On travaillait avec les apprentis réalisateurs, puis il y avait des profs de différents pays, donc je me suis vraiment formée à différentes méthodes. Et ensuite, je suis rentrée au conservatoire du 19e pendant 3 ans, où là c'était plus une formation théâtrale, au sens classique du terme, quoi. Mais c'était tout aussi passionnant. Et je crois qu'il y a aussi un réalisateur qui t'a donné envie de faire ce métier, un réalisateur taïwanais, si je ne me trompe pas. Alors, c'était juste après que j'ai donc découvert un petit peu ce métier. En effet, je suis tombée sur 2 films à ce moment-là, notamment Wuxiuxian. C'est celui dont tu parles, j'imagine. Ouais, on a un petit extrait sonore qu'on peut écouter aussi. Oh. En fait, cet extrait, je crois que c'est la scène d'ouverture du film. On voit Chouki marcher le long d'un tunnel. C'est un plan séquence qui est juste extraordinaire. Extraordinaire. Et oui, donc pour moi, c'est vraiment c'est le plus beau plan séquence d'ouverture d'un film, je trouve. C'est d'une beauté absolue. Ce film, je ne sais pas pourquoi il m'a touchée autant. Je pense que le cinéma permet de nous faire découvrir d'autres univers, d'autres cultures, porter un regard sur un autre monde. Comment voir cette fille, Chouki, dans ce rôle ailleurs que dans un film? Alors, je peux voyager, aller là-bas, rencontrer des gens, mais voilà, le cinéma nous permet ça. Donc, c'est vrai que ce film m'a marqué foncièrement pour l'esthétisme, la beauté d'un cinéma que je connaissais pas et qui est vraiment assez asiatique, c'est-à-dire la lenteur, les couleurs, la lumière a vraiment une puissance... une place très importante, et pour moi ça me touche beaucoup quand il y a une vraie direction artistique au niveau de la lumière, ça me parle énormément. Et aussi le film de Fatih Akin, Head On, ouais. qui m'a emporté, pareil, dans une espèce d'émotion folle. Et j'ai dit, c'est ça que je veux faire en fait. Mais toi, tu as des envies de passer derrière la caméra, justement, de réaliser ou pas du tout? Non. Non, c'est pas tes... Non, je vois des collègues comédiens qui le font un peu partout, de plus en plus, et j'admire. Mais non, pour le moment, j'en ai aucune envie. Je laisse ça à ceux qui savent le faire. Il y en a déjà beaucoup qui, malheureusement, n'arrivent pas forcément alors qu'ils ont un talent fou, mais à mettre à l'écran leurs envies. Et je pense qu'il faut avoir un côté un peu leader pour faire réalisateur, et je ne l'ai pas. Moi, j'adore me fondre dans l'univers d'un metteur en scène, d'un réalisateur, et être un peu comme un soldat. Mais un soldat où on partage ensemble des choses. Je suis pas juste un pion, mais en tout cas, si j'aime foncièrement ce qu'il fait et qui il est, je vais totalement me glisser dans ce qu'il me demande de faire. Et si je respecte son travail, il peut tout me demander presque, j'y vais. Dans un épisode de Manessi, on avait reçu un comédien qui s'appelle François Burlou, et je lui avais posé la question de, quand on fait ce métier, est-ce qu'on cherche de la reconnaissance? C'est une question super difficile de pourquoi on fait ce métier. Je crois que j'ai pas encore trouvé la réponse, pour être honnête. Est-ce qu'il y a une envie d'être aimé ou quelque chose de ce genre, ou pas du tout? Je pense qu'au fond, pour beaucoup, beaucoup de gens qui font ce métier, oui, inconsciemment ou consciemment, souvent c'est inconsciemment, il y a ce besoin de reconnaissance ou d'être aimé pour des raisons qui sont souvent liées au passé, aux failures de l'enfance. Moi, c'est assez récemment que je me rends compte qu'il y a de ça. Je le savais, mais c'était un petit peu comme ça, mis sous le tapis. Maintenant, je sais beaucoup plus. Commence à un peu l'assumer, Ouais. Mais je pense qu'au début, quand j'ai rencontré Obi et que j'ai voulu me lancer là-dedans,
En tout cas, d'un coup, je me suis dit, c'est un univers qui m'enlève de mon univers à moi, d'où je viens. C'est un univers, c'est un métier où on peut vivre tous les jours des choses tellement différentes, où on rencontre des gens tous les jours tellement différents. J'avais une peur terrifiante des métiers où on fait tous les jours la même chose. C'est pas une critique, hein. En tout cas, moi, ça me correspondait pas. Tout comme pour beaucoup de gens, ils me disent, mais comment tu fais pour ne pas savoir ce que tu vas faire demain ? Comment tu fais pour ne pas savoir si tu vas être payé dans 6 mois sur un projet ? Donc, je pense qu'on est tous avec des choses qu'on peut assumer ou pas. Moi, je ne pourrais pas assumer. Là, je suis arrivée à la Défense aujourd'hui. Je ne pourrais pas aller à la Défense tous les jours dans un bureau. Voilà, on est tous très différents. Et donc, chaque métier a ses particularités. Et j'avais vraiment envie de voyage aussi. Et je savais qu'éventuellement, le métier de comédienne m'apporterait aussi des voyages. Donc, c'est un mix de tout. Et justement, pourquoi tu fais ce choix de l'Italie pour ton premier rôle ? Encore une fois, c'est des rencontres, hein, parce qu'à un moment donné, c'est plusieurs choses. Parce que d'une, j'ai très vite, quand j'ai commencé à faire ma culture cinématographique en étant étudiante, j'ai commencé à aller au cinéma tous les jours, à voir 2-3 films par jour. J'avais la carte UGC, là, qui était super chouette, MK2, qui me permettait d'y aller vraiment tous les jours. J'allais à la Cinémathèque, Paris est quand même la seule ville au monde où on peut voir autant de films par jour. Une richesse énorme. Une richesse énorme, aussi bien récents, étrangers, que des rétrospectives dans les cinémas d'art et d'essai. C'est incroyable, on a une chance folle, donc profitons-en. Et pourquoi je te dis ça ? Oui, et donc du coup, j'ai vu beaucoup de films, évidemment, italiens, du néoréalisme, tu vois, après-guerre, en Italie. Et j'ai dit, ouais, j'aurais dû naître à cette époque-là, faire ces films. Et du coup, j'avais cette envie déjà de travailler dans le cinéma italien, même si aujourd'hui le cinéma a changé. C'est plus le même du temps de la grande époque, bien qu'il... Ça revient. Il y a de plus en plus d'auteurs fascinants en Italie, voilà. Et puis je me suis dit surtout, je vais apprendre l'italien, parce que c'est une langue qui me fascine depuis toujours. J'aime aussi les langues foncièrement. Et puis, j'avais eu aussi un amoureux italien dont je m'étais séparée et je m'étais dit, je vais l'apprendre italien. Il y a toujours une histoire de mec là-dedans. C'est les rencontres. C'est les rencontres de la vie. Et du coup, je l'ai appris pendant 2 mois à Paris et je suis partie à Rome trouver un agent. C'est un petit peu les petites folies de l'époque, encore aujourd'hui je l'ai fait, mais quand on est encore plus jeune, donc je suis pas retrouvée un agent en Italie, alors que je parle italien, mais pas beaucoup, ça faisait que 2 mois que je l'apprenais, donc autant je pouvais à peu près le parler, autant vraiment le comprendre. C'est toujours ça qui est le plus difficile au début, c'est de vraiment comprendre ce qu'on nous dit. Et puis voilà, j'envoie des mails, machin, ils me reçoivent, j'en ai un on décide de travailler ensemble et ils m'envoient dans la foulée un casting à Cinecittà. Et donc, je pars faire ce casting à Cinecittà avec un pote italien. On part en scooter. C'était un petit peu, le petit rêve. C'est un peu l'anecdote qui... C'était déjà un film dans le film, déjà. C'était déjà un film dans le film, exactement. Ouais. J'arrive à Rome, je trouve un agent, je pars à Cinecittà, je fais ce casting. Et je suis prise sur ce film américain-italien. Et donc, je pars dans les Pouilles, tourner très vite après... Alors, j'avais un petit rôle, j'avais 2-3 jours. Mais en fait, le réal, je fais ma première scène. Et il me dit, qui est un réal américain, il me dit, t'es libre ou pas, là Je dis quoi là ? Il me dit là, le mois qui arrive, t'es libre ? Je dis oui, je suis libre, je rentre à Paris quoi. Il fait alors reste avec nous, tu vas continuer à faire l'assistante de la chorégraphe, c'était mon rôle dans le film. Et donc je dis carrément. Donc je pars avec eux 1 mois dans les Pouilles, à Rome, etc. Donc c'est bien, je perfectionne mon italien pendant 1 mois. Et puis dans la foulée, on me repropose un casting pour ce premier rôle dont tu me parles, Wax We Are the X. Donc pareil, je retourne à Rome, passer le casting. Et j'ai été prise et j'ai fait ce film. Et en fait, je pense que c'est pas moi qui l'ai décidé. Je pense que je me sentais bien en Italie, je me sentais plus légitime, bizarrement. C'est comme si en France, je me sentais tellement loin de cet univers et des codes du cinéma français que je trouvais pas vraiment ma place, en fait. Je me sentais un peu... je sais pas si je vais dire jugée, mais en tout cas, c'est comme si j'avais l'impression que qui j'étais, ma personnalité et mon physique... me rapprocher plus de l'Italie à ce moment-là. Et je sais que pour en parler avec des personnes qui aiment bien travailler à l'étranger, quand on travaille à l'étranger, on a un sentiment de liberté que parfois... Peut-être qu'on se met nous sur le dos, hein. Je dis pas que c'est les autres, hein. C'est peut-être moi et mon prisme où je me sens moins à l'aise en France. Maintenant, ça va mieux. Mais au début, en tout cas. Alors qu'à l'étranger, je me sens toujours dans une espèce de légèreté, de folie. Je me sens capable de faire plein de choses. C'est marrant parce que j'ai l'impression que tu as fait le chemin dans le sens inverse, qu'en général, les comédiens, ils essayent d'abord d'être connus ici en France pour partir à l'étranger. Et toi, tu as fait le chemin dans l'autre sens.
Ouais, et puis et encore une fois, est-ce que c'est ce qu'on envoie à l'univers ou vice versa? Mais en tout cas, pareil, j'étais prise pour un rôle important pour une série chinoise, pour faire Marie Curie en docu-fiction pour le Japon. Donc c'est bizarre, hein. On est venu me chercher aussi pour des projets étrangers, sans que je demande vraiment les choses. Autant l'Italie, j'ai fait la démarche d'y aller, autant sur d'autres projets, on est venu me chercher. Donc bon. Bon, en tout cas, on a réussi à être rapatrié en France, ça c'est génial. Et je voulais savoir, qu'est-ce que tu gardes comme souvenir de ton premier rôle dans un film français? Je crois que c'est un film avec Laurent Deutsch et Didier Bourdon. Et avant que tu me répondes, c'est Un village presque parfait, le film. Avant que tu me répondes, on va écouter un petit sonore. Coucou Gwendoline, c'est Laurent Deutsch. Pardon, je suis en voiture, donc il y a peut-être un peu de bruit autour de moi. Je voulais juste te dire combien j'avais été heureux de soupirer pour toi dans Un village presque parfait. Et j'ai une petite question à te poser, une petite colle. Est-ce que tu te rappelles quelle était notre habitude pour parler entre nous, rien que nous deux? Je sens. On va pouvoir t'aider. Alors, déjà, je suis très touchée que Laurent ait pris le temps. C'est marrant, je l'ai croisé il y a 3 semaines, un mois. J'étais en tournage dans le sud de la France et on s'est retrouvés par hasard là-bas, via une copine. Et donc, j'ai vu son spectacle. La salle était vide. Donc, c'était super chouette de le voir sur scène il y a un mois. J'ai envie de dire, est-ce qu'on parlait hongrois? Parce que lui, il est hongrois et moi, j'ai des origines hongroises. Mais non, je ne parle pas suffisamment hongrois. Mais je crois qu'il m'en a reparlé il y a un mois. Mais il faut que je dise quelque chose, c'est que j'ai une mémoire qui est terrible. Eh ben écoute, on va t'aider. Ma come non ti ricordi che abbiamo l'abitudine di parlare in italiano per non essere capito per gli altri, no? J'allais le dire, Laurent. T'as mis l'extrait, je t'assure. J'allais te dire, je pense que c'était un Italien. Mais je me souvenais plus qu'il parlait aussi bien. Parce que Didier Bourdon, lui, l'apprenait sur le plateau. Donc, et ça veut dire quoi en fait, cette phrase-là? Ça veut dire quelque chose en particulier? Oui, bien sûr. Ah oui, parce que oui, bien sûr, j'ai l'impression que tout le monde comprend. On parle pas tous italien. Il me dit, ça te souviens pas qu'on parlait italien pour que personne ne comprenne ce qu'on disait? Hai un bel accento, Lorenzo, bravissimo. Ouais, bah là on parlait italien, j'avais presque oublié, c'est terrible. Mais voilà, merci. Et quel souvenir tu gardes de ce tournage avec Didier Bourdon, avec Laurent? Je me souviens de ma joie quand j'ai su que j'étais prise, parce que voilà, encore une fois, quand c'est un univers très loin du nôtre, voilà, travailler d'un coup avec des gens comme Bourdon qui, pareil, a bercé mon enfance, avec Les Inconnus, Laurent que je connaissais évidemment, Elie Moon, donc ça faisait plaisir. Tout d'un coup, on se dit j'ai monté une petite marche, on me fait confiance. Déjà, c'est vraiment gratifiant à ce moment-là. Et puis après, j'ai adoré être dans les Pyrénées avec ce qui était super chouette, c'est qu'on était dans ce petit village et tous les gens du village étaient figurants ou avaient des petits rôles. Du coup, on était dans une espèce de cohésion tous ensemble. Et donc ça m'a aussi permis de désacraliser un peu le plateau parce que d'un coup, c'était un peu plus léger. T'avais le trac au début? Ouais, j'avais le trac. Ouais, j'ai eu des grands moments de stress. Mais bon, j'en ai encore toujours, parfois. Moins on appréhende plus après les plateaux, bien sûr. Plus on le fait, moins on a peur, ça c'est sûr. Et tant mieux. Mais parfois, quand j'écoute des énormes acteurs américains qui disent avant de commencer ce film, je me sens comme un lapin dans les phares d'une voiture. Et justement, je sais plus qui disait ça, je crois que c'est Sarah Bernard qui avait cette phrase magnifique. Il y avait quelqu'un qui était venu la voir en lui disant « Mais comment ça se fait que moi, j'ai pas le trac, en fait, avant de monter sur scène ?» Et elle lui avait répondu « T'inquiète pas, petite, ça arrivera quand tu auras du talent. » Ouais, c'est une jolie phrase. Ouais. On aurait pu donner cette phrase à Louis Jouvet aussi, je pense. On aurait pu donner cette phrase aussi à Louis Jouvet, absolument. Alors, je voulais te poser une question par rapport au casting, parce que c'est quelque chose qui est très flou pour nous. Comment ça se déroule, un casting, concrètement? C'est très simple, c'est-à-dire que nos agents nous appellent pour nous dire qu'il y a un casting telle date. On a un texte qui arrive parfois 2 jours avant, parfois 1 semaine avant, ça dépend. Parfois un peu plus. Parfois, on a 10 pages à apprendre en une journée. Ça arrive de plus en plus avec les self-tapes, c'est-à-dire les castings qu'on fait aujourd'hui en se filmant. Je t'en parlerai après de ça. Mais donc voilà, on arrive au casting. Il y a un casting director qui est là, qui nous reçoit. En général, c'est lui qui donne la réplique, ou parfois, il y a un comédien qui est là qui donne la réplique. Et voilà, on est filmé. On fait le casting, ça dure plus ou moins longtemps. Suivant que c'est un premier tour, un deuxième tour. Parfois un deuxième tour, donc ce qu'on appelle un callback, c'est quand on nous rappelle
Parfois, le réalisateur est là pour travailler, ou le comédien en question qui fait le rôle en face est là, et on travaille ensemble. C'est plus une séance de travail, en fait, pour voir si ça match, s'il y a une alchimie. Voilà, et puis après, on a la réponse une semaine, un mois, 2 mois après, ça dépend, c'est assez différent. On attend. Et cette attente, tu la vis comment ? En fait, je pense que dès le début, parce que j'adore tout ce qui est biographie ou documentaire sur les acteurs, etc., ou les gens du métier, donc j'ai très vite lu et écouté beaucoup de choses par rapport à ça, et je me suis dit, dès le départ, en commençant, en fait, Gwen, tu vas à un casting ou un rendez-vous, tu fais le casting, le rendez-vous, après tu oublies. Alors, c'est pas toujours facile quand vraiment parfois on veut un projet, mais c'est pour se permettre de se protéger, quoi. Autrement, on y pense tout le temps, on devient fou. Très souvent, j'oublie. Advienne que pourra. Si on me rappelle, tant mieux. Si on me rappelle pas, c'est que c'est pas pour moi. Alors, comme tu le sais, Manessi a une vocation de partage, de transmission, de faire découvrir les métiers du cinéma, et on demande à chaque fois à un enfant de poser une question à notre invité. Donc, je te laisse écouter. Bonjour, je m'appelle Odaya, j'ai 12 ans. Je voudrais savoir comment tu apprends ton texte. Merci. C'est chouchou. C'est une jeune comédienne ? Non, pas encore, mais peut-être en devenir. D'accord. Alors, juste avant que tu répondes, on avait reçu aussi donc, ce fameux François Burlot, qui est comédien, et il nous expliquait que lui, il apprenait son texte pratiquement sur du mot à mot. Est-ce que tu fonctionnes comme ça ? Est-ce que tu as une autre manière d'apprendre ton texte ? Alors, du mot à mot, il voulait dire qu'il apprend par cœur, hein ? Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'il lit une phrase, il la répète plusieurs fois, il passe à une autre phrase, il la répète plusieurs fois. Est-ce que toi, tu fonctionnes comme ça ? En fait, j'ai pas vraiment de méthode, c'est-à-dire que je reçois un texte, je le lis plusieurs fois. J'ai envie de te dire, en général, quand c'est bien écrit, c'est pas toujours le cas, mais quand c'est bien écrit, ça rentre assez facilement. C'est-à-dire que je le lis, je le relis. J'essaie avant de l'apprendre par cœur, déjà en parallèle, j'essaye de travailler sur la scène. Quels sont les enjeux de la scène ? Parce que je trouve que ça va avec apprendre le texte. J'apprends pas forcément à plat. Mais après, une fois que je connais un peu les premières phrases et que je peux un peu me le faire dans la tête, après, moi je veux l'apprendre par cœur, pour après m'en détacher. Du coup là, parfois ça fait rire mes amis et les gens autour de moi parce que je peux me le dire, mais non-stop. Souvent on me dit quoi ? Non, rien, j'apprends mon texte. Donc j'ai vraiment besoin, moi, que après je puisse le dire sans y penser, pour ensuite être libre quand je le joue. Quand tu arrives sur le plateau, tu connais ton texte. Pour moi, c'est la base. Ce qui n'est pas le cas tout le temps. Mais c'est une manière de fonctionner. J'en avais parlé une fois avec Laetitia Edo qui disait que elle, quand elle arrivait, son texte, elle le connaissait au cordon, quoi, à la ligne près. Ouais. Moi, je comprends pas, mais je comprends pas ceux qui arrivent sur le plateau sans connaître leur texte, parce que déjà, il y a des auteurs qui écrivent super bien, et je pense que c'est pas pour rien qu'il faut respecter leur texte. Parfois, non. Donc, parfois, en effet, après, il faut travailler avec le réalisateur pour essayer de le changer si vraiment ça ne marche pas. Bon, malheureusement, parfois, on en arrive à ça. Mais oui, comme dit Laetitia, que je connais bien et qui est une copine, la seule façon après de pouvoir être libre, et comme je dis, de laisser la place à l'accident quand on joue, c'est là où parfois il y a des moments de vérité absolue. Et moi, c'est ce que je recherche quand je joue. C'est ces moments de vérité. Où tout d'un coup, on n'est plus dans... Je donne la réplique à mon collègue et il me la renvoie. Non. Je suis tellement libérée du texte, je n'y pense tellement plus, qu'il va me parler. C'est une conversation naturelle, limite. Bah oui, parce que la base du jeu, c'est l'écoute de l'autre. C'est ce que j'ai appris avec mon prof russe. Mais c'est la base du jeu. Je ne peux pas te répondre aujourd'hui, Laurent, si je n'écoute pas ce que tu me dis. À part de faire un personnage qui ne t'écoute pas. Mais dans ce cas-là, c'est autre chose. Et c'est jouissif, d'ailleurs, quand on est libéré du texte et on ne sait pas comment on va dire la phrase. Et moi, je parle toujours de organicité. La seule façon pour moi d'avoir des moments à l'écran éventuellement incroyables, voilà, c'est quand l'un et l'autre, dans une scène, on est organique, on s'écoute et on ne sait pas comment on va jouer la phrase. Donc il faut avoir la possibilité, la confiance en soi, le temps parfois aussi, parce que ça dépend des tournages, d'être totalement libre et de laisser, comme je dis toujours, la place à l'accident. Au pire, on se trompe, parce qu'on n'est pas en maîtrise. Mais comme on est en maîtrise du texte, normalement, on ne se trompe pas. Et là, il se passe parfois des choses incroyables. Je me rappelle de la scène avec Mathias Schoenaerts sur Frères ennemis. Mathias, qui travaille comme ça aussi, il est dans la liberté, dans l'instinct, dans l'organique, etc. Il avait dit à David, le réalisateur, pour la scène de fin qu'on a ensemble, il disait, écoute, on a le texte,
que la caméra nous suive comme un balai, on verra ce qui se passe. Parce qu'on ne savait pas comment vraiment l'amener. À la base, on devait après aller dans la chambre et faire l'amour. Mais ça, on avait dit que c'était pas forcément en accord avec ce qui se racontait à ce moment-là. Donc, il a dit, suis-nous. Parce que Mathias, il peut le faire, il peut le dire. C'est Mathias. Et donc, le caméraman, le chef opérateur, nous a suivis comme ça. Et c'était un moment merveilleux. On ne savait pas ce qu'on allait faire. À un moment, il m'a pris, moi je l'ai pris, je lui ai fait des choses qui n'étaient pas écrites. Et le réal est sorti à David Holofen après du combo. Il a dit, il avait un peu les larmes aux yeux. Et il a dit, c'est ça. Ouais, c'est beau, les instants un peu magiques comme ça. Et on parle justement du plateau. Mais comment les métiers du cinéma autour de toi sur un tournage te permettent de bien faire ton métier ? Est-ce que tu as une relation, une interaction avec tous ces métiers du cinéma ? Oui, tu veux dire tous les techniciens, notamment sur le plateau. Exactement. Ah ouais, c'est primordial. Je trouve que très souvent, on n'en parle pas assez. Alors que... Nous, on le fait ici dans Manessi. Ouais, mais c'est super. Et c'est super aussi pour que des jeunes aujourd'hui puissent avoir envie de faire ces métiers-là. Et pas que, malheureusement, il y a c'est un peu cette dérive aussi des réseaux, de tout ce qui brille un peu, genre acteur. Mais en fait, déjà, c'est très peu de gens qui brillent. Il faut savoir que c'est un métier très dur. Et il y a tellement de métiers passionnants en parallèle. Moi, j'adore travailler... alors, le chef opérateur, donc celui qui s'occupe de la lumière et qui est derrière la caméra, qui définit avec le réalisateur la lumière et le cadre. Moi, j'aime beaucoup travailler avec ces personnes parce que la caméra, je la sens, elle est proche, plus ou moins proche de moi, et j'aime la sentir et savoir ce qu'il va faire. Et j'essaye toujours de ressentir, si c'est caméra à l'épaule par exemple, où est-ce qu'il va aller, et jouer avec ça aussi. J'aime aussi beaucoup travailler avec la script, donc qui est la personne qui est derrière le combo et que je vais souvent voir après une prise pour savoir au niveau des détails, est-ce que j'avais par exemple mon sac à droite ou à gauche, est-ce que dans une scène par exemple où on est à table, où on est plusieurs, pour qu'ensuite le monteur puisse bien monter, la script nous permet de savoir exactement ce qu'on a fait la prise d'avant, où il y a 2 prises avant. Parce que parfois on oublie, parce qu'on fait d'autres plans, et ensuite on revient à un autre plan. Donc il faut s'en souvenir. Et puis moi, en fait, je vais te dire, j'adore être entourée de tous les techniciens, que ce soit le 3e assistant réal, le 1er... Les chefs machinaux, je pose des questions à toutes ces personnes-là en fonction du besoin d'un plateau. Donc là, je peux pas te dire exactement, mais je collabore vraiment avec eux. En 2017, tu rejoins le casting du Petit Spirou réalisé par Nicolas Bary. Avant de parler de ce film, je te propose d'écouter un petit témoignage. Alors il y a des rencontres artistiques qui sont des évidences, et moi ça a été le cas avec Gwendoline quand on s'est rencontrés pour le Petit Spirou. On avait rendez-vous dans un restaurant pour faire connaissance, et moi quand je l'ai vue arriver, je me suis dit je sais que c'est elle à qui je vais proposer le personnage de Mademoiselle Chiffre, parce qu'elle avait tout de suite toutes les facettes qui me semblaient primordiales, à savoir une élégance et en même temps une grande sensibilité. En échangeant avec elle, j'ai vu sa dimension généreuse et vraiment sincère, et en même temps très précise et très bosseuse, très travailleuse. Voilà, on a eu l'occasion de retravailler ensemble sur un projet photo qui était dans un autre univers, et j'ai eu autant de plaisir à la retrouver. Donc voilà, je lui souhaite tout le meilleur pour la suite, et je dirais que la question que je vais lui poser, c'est quelle sera notre 3e collaboration ? Avant que tu répondes à la question, juste, je voulais savoir, est-ce que c'est important pour toi la relation réalisateur-comédien ou comédienne ? Ouais, c'est primordial. Franchement, si on n'a pas un respect commun, en fait, si on parle pas le même langage avec la personne qui est censée nous diriger, c'est compliqué. Et moi, encore une fois, je crois que je l'ai dit un peu auparavant, mais on peut tout faire, être libre en tant qu'actrice, que si on a un rapport au réal ou à la réalisatrice fort et intense, quoi. Et c'est ce qui s'est passé avec Nicolas. C'est vrai, on a eu une connexion tout de suite, on a la même sensibilité. Ça me touche d'ailleurs qu'il ait fait ce petit message. Et c'est merveilleux quand on parle le même langage avec quelqu'un. C'est
c'est jouissif, quoi. Et j'espère qu'on aura, comme il dit, jamais 203, une troisième collaboration ensemble, ce serait chouette. Je vais te lire un extrait tiré du livre Art Média, qui a été écrit par Dominique Besnéard et Nejma van Egmond. Et je te lis un passage, et je cite Jean-Michel Ribes. « Un agent, pour moi, ne peut être qu'un ami. Quelqu'un qui vous connaît, vous guide, vous conseille, qui est poreux à ce que vous faites, qui rit et pleure des mêmes choses que vous, qui partage les mêmes folies que vous. Quelqu'un avec qui vous pouvez avoir envie de dîner sans parler de ce métier. » Tu entretiens quelle relation avec ton agent ? C'est vraiment une phrase magnifique que dit Jean-Michel Ribes. En fait, c'est-à-dire que moi, j'ai changé d'agence il y a 1 an et demi, 2 ans, même pas. Donc c'est assez récent, la relation avec mon nouvel agent, Ludovic Botalo, chez Time Art. Et j'étais restée auparavant 10 ans avec Nadia Perrault. Donc c'est vrai que pendant 10 ans, il s'en passe des choses. J'ai commencé avec elle et donc c'est sûr que au fur et à mesure, la vie aussi à côté se mélange un petit peu avec la relation professionnelle. Après, moi j'ai toujours considéré que un agent, ce n'est pas mon psy. Je sais que beaucoup de comédiens s'en servent un petit peu pour ça, avec tout l'amour que j'ai pour les comédiens. Mais moi, pas du tout. Moi, voilà, mon agent, Ludovic, en l'occurrence, voilà, je l'appelle quand j'ai, en effet, une question à lui poser sur un choix artistique. Parfois, j'ai besoin d'avoir son avis. Après, bien sûr, on s'appelle pour les rendez-vous, etc., etc. Mais j'appelle pas vraiment les gens, moi, s'il n'y a pas une raison précise. Maintenant, tant mieux si la relation, elle s'étoffe et qu'elle devient après vraiment amicale et qu'on se passe du temps ensemble, qu'on part en vacances ensemble, pourquoi pas, bien sûr. Il faut laisser faire les choses. Mais par contre, ce que dit Jean-Michel Ribes, il a raison. C'est vraiment quelqu'un qui doit comprendre qui vous êtes pour vous guider. Il y a un côté un peu nounou, je trouve. Justement, moi, c'est ça dont j'ai pas envie, en fait. J'ai pas besoin d'une nounou. Je me gère très bien toute seule. J'ai pas besoin du tout d'une nounou du tout. Donc voilà. Après, il y en a qui le font sûrement et pourquoi pas. Je juge pas. Ensuite, j'ai mon agent en Italie et un autre en Angleterre. Alors, comme je suis quand même basée en France et que les projets pour une étrangère sont moins, il y en a moins pour moi à l'étranger, évidemment, parce qu'à cause de l'accent quand même qu'on a un petit peu, ça reste restreint, mais pareil, on s'écrit de temps en temps, dès qu'il y a un casting, justement une self-tape, c'est ce qu'on fait maintenant, c'est les castings, on peut rester à la maison et se filmer, ce qui est pas forcément top. Moi, de toute façon, j'aime pas les castings en règle générale, donc voilà. Mais par contre, c'est important de se sentir soutenu. Et il n'y a rien de pire dans un moment difficile, que ce soit artistiquement ou un moment difficile, un petit passage à vide ou autre, de ne pas se sentir soutenu par son agent, c'est terrible. C'est terrible. Parce que c'est la seule personne qui te relie au métier. Donc il faut qu'il y ait de la confiance. Et justement, on parlait de rôle là. Est-ce qu'il y a un personnage que tu rêves d'interpréter ? Ou une époque, ou une... En fait, il y en a plein, parce que j'ai envie de manger tout. Il y en a plein, mais je vais te dire 2 choses. En fait, j'adorerais, là tu me dis comme ça, alors ce qui me vient à l'esprit, c'est interpréter un personnage historique à nouveau. Alors je pense, et c'est marrant parce qu'en venant ici au studio, je passais devant une école où il y avait les grandes figures du féminisme et il y avait Olympe de Gouges que j'adore, non pas parce qu'elle était féministe, parce que je trouve que ce mot aujourd'hui est un peu galvaudé d'ailleurs, mais parce que c'était une femme qui avait un courage fou, qui est en effet la femme qui a écrit la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, pour faire le parallèle avec la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et puis surtout, elle avait un courage dingue, j'ai l'admiration pour les gens qui, à une époque, ont réussi à vraiment avoir des couilles, j'ai envie de dire, mais c'est pas le bon mot. Ouais, tu peux dire dans Manessi, tu peux le dire. On coupera pas. Donc, j'ai beaucoup d'admiration. Ensuite, j'ai pas forcément... ou Simone Veil aussi. Simone Veil, qui est une femme incroyable et qui avait une telle liberté. Mais ensuite, j'ai envie de te dire, j'ai envie de travailler surtout sur des projets et avec des réalisateurs qui me fascinent et qui me passionnent. Peu importe le rôle. Ça peut être n'importe quoi. Du moment que j'ai confiance en la personne, j'y vais. Alors, si la Gwendoline enfant pouvait parler à la Gwendoline adulte, elle lui dirait quoi ? Elle lui dirait...
Ah oui, donc c'est la Gwendoline enfant et la Gwendoline adulte. Elle lui dirait n'aie pas peur et confiance. Je pense que la confiance, c'est extrêmement important pour quiconque dans la vie, mais aussi pour pour nous artistes. Et si on doute trop, on se met des bâtons dans les roues et c'est dommage en fait. Donc plus j'avance et plus j'ai confiance, on va dire. Même si parfois les gens me disent « t'as l'air tellement d'avoir confiance en toi, d'être si libre, etc. » Oui, mais en fait, parfois, je suis pétrifiée de peur. Et, alors qu'en fait, maintenant, je me dis, et c'est ce que je dis toujours à mes amis, quand on fait un peu la fête, je leur dis toujours « les gars, on peut mourir demain, en fait. Donc, profitons, essayons. C'est pas grave si on se trompe, c'est pas grave si on rate. Mais si on a peur de l'échec, on ne fait rien, en fait. » Donc j'aurais aimé qu'on me dise ça, enfant plus. Ouais, ça fait du bien d'entendre ce genre de discours. On l'a besoin actuellement. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour le futur, Gwendoline ? De l'aventure, de la prise de risque, des rencontres incroyables, des voyages, beaucoup de rire, beaucoup de bulles et de la liberté. Et tu peux nous parler rapidement de ton actualité ? Oui, alors là, je suis en train de répéter une pièce pour Avignon, donc c'est Les Hauts de Hurlevent, adapté donc du livre de Émilie Brontë. C'est une création originale. C'est mis en scène par William Mesguich. Donc c'est toute une lignée de très grands hommes de théâtre. Donc William m'apprend énormément sur ce que c'est d'être sur scène. C'est très différent de ce sur quoi j'ai travaillé auparavant. Donc je bois ses paroles et je me surprends aussi moi-même. Je découvre plein de choses que je n'avais jamais fait. C'est une autre façon de jouer. Donc je suis ravie. Et c'est excitant et ça va sûrement me faire très peur le soir de la première, mais tant mieux. Et puis ensuite, il y aura le film Super Héroï qui va sortir en Italie de Paolo Genovese, qui est un auteur avec qui je rêvais de travailler aussi, aux côtés de Yasmine Trinca et Alessandro Borghi, qui sont aujourd'hui pour moi les deux des plus grands acteurs italiens. Donc pareil, tellement contente de faire partie de cette aventure. Et puis il y aura en France, sur France 2, à la rentrée, Le Code de Jean-Christophe Delpias, où je fais une avocate générale. Et pareil, j'ai passé un mois et demi aux assises à regarder des procès, notamment il y avait le procès de Charlie Hebdo, donc j'y suis allée beaucoup, et puis d'autres procès plus petits, différents. Et j'ai été fascinée par cette profession, fascinée par la joute oratoire des avocats. J'aimerais tellement pouvoir parler comme eux. Et je me suis pris d'amour, je me suis pris au jeu, j'aurais pas cru autant pour ce rôle d'avocate générale. Et voilà, et puis il y aura aussi un crime à biote que j'ai fait là de Christophe Douchan, qui est un réal extraordinaire, où je joue une psychosée paranoïaque. Et j'y suis allée parce que j'avais aussi un peu peur de ce rôle. Et pareil, je me suis surprise, je suis allée au bout de mes retranchements et j'ai beaucoup aimé. Voilà. Écoute, j'aimerais qu'on termine de nouveau avec Pierre Richard. Et j'aimerais que tu m'expliques quels sont tes points communs avec Pierre Richard. Alors, j'adore cette musique. J'adore, c'est vraiment la vie. Mes points communs, c'est que, en fait, je vais te dire, mes potes m'appellent Pierrette Richard. Parce que je suis la Pierre Richard au féminin, je suis maladroite, je fais toujours tomber des choses par terre, je suis gaffeuse. S'il y a quelque chose à ne pas dire, je le dis. Comme là, je suis arrivée au studio, j'ai perdu ma cigarette électronique, on s'est mis à 4 pour la chercher, en même pas 5 minutes. C'est moi, et donc peut-être que je me sens un petit peu en connexion avec lui parce que je rigole de moi-même beaucoup. Écoute, merci beaucoup Gwendoline. Avant de conclure, je voudrais faire quelques remerciements. Je voudrais remercier Laurent Deutsch, Nicolas Barry et Odaya pour les questions et les témoignages. Et merci de ta présence et à très bientôt. Merci Gwendoline. Merci beaucoup Laurent, merci à toi et ton équipe. C'était très agréable, on est très bien accueillis ici. Merci pour tes questions pertinentes et aussi un petit coucou à Nicolas Barry, Laurent Deutsch et Odaya, c'est ça ? Pour leur petite intervention qui était très charmante. Merci beaucoup. Et bravo pour faire rayonner aussi le monde du cinéma et ses métiers. C'est
très important. Les amis, on se retrouve très prochainement avec un nouvel invité pour découvrir son univers. Pour que l'histoire de ce podcast continue, vous pouvez le soutenir en lui attribuant 5 étoiles, notamment sur Apple Podcast. N'hésitez pas à vous abonner. On attend vos commentaires, vos suggestions sur les plateformes dédiées ou sur les réseaux sociaux.